Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle émission Passionnément musique sur RCF Haute-Normandie. Et elle vous est proposée par notre association des publics de l'Opéra de Rouen. Alors, je me présente, je suis le président, j'ai l'honneur d'être le président de cette association, Mathieu Dranguet. J'ai à côté de moi Jean et Annie Bronstein. Annie, notre secrétaire générale. Bonjour Annie. Bonjour Mathieu. Et Jean Bronstein, notre vice-président. Bonjour Mathieu. Alors, nous sommes très heureux de vous présenter cette nouvelle émission qui fera la part belle à la musique et qui sera là pour, on l'espère, vous transmettre notre passion de la musique, de l'art lyrique, de l'opéra, mais aussi, de toute la musique, sous toutes ses formes. Alors, notre association des publics de l'opéra, nous l'avons constituée il y a quelques mois et son but est de faire entendre la voix du public, de proposer également des rencontres avec des musiciens, des artistes, donner la parole aux jeunes musiciens, parce qu'ils ont beaucoup à dire et qu'ils font partie, je dirais, du gros des troupes aujourd'hui et de l'avenir de la musique. Je passe la parole à Jean. Donc, comment va se dérouler cette émission ? Tous les 15 jours, Mathieu, Annie, Sonia, Martin Roussel, qui sera la prochaine émission, et moi-même, vous proposerons une émission musicale en liaison avec la programmation de l'Opéra de Rouen, mais pas seulement, puisque nous vous proposerons aussi de faire connaissance avec l'histoire de l'opéra et de la musique classique en général. Nous donnerons la parole aux acteurs de la vie musicale rouennaise, en particulier aux jeunes musiciens. Cette émission sera diffusée tous les 15 jours, le jeudi de 19h30 à 20h30 et rediffusée le dimanche de 9h30 à 10h30. Alors Jean, il fallait trouver un thème pour cette première émission, Passionnément musique, et nous avons suivi l'actualité de notre opéra. Oui, là le thème est tout à fait facile à trouver. Le 3 octobre, ce sera la première des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach au Théâtre des Arts de Rouen. Et c'est donc de cet opéra et de son auteur Jacques Offenbach que nous allons vous parler aujourd'hui. Alors Offenbach, vous connaissez tous. Vous pensez que vous ne connaissez pas Offenbach ? Écoutez donc. Alors vous venez d'entendre évidemment l'un des passages les plus connus d'Orphée aux Enfers, dans une magnifique version de Marc Minkowski, avec dans le rôle d'Eurydice Nathalie Dessay et dans le rôle de Jupiter Laurent Naouri. Alors Jean, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu plus longuement à nos auditeurs de Jacques Offenbach ? Alors, Jacques Offenbach est né à Cologne en 1819. Son père était chantre à la synagogue de Cologne. Il a ensuite fait suivre des études musicales à son fils à Paris dès 1833. Et à Paris, il a suivi la classe de violoncelle du Conservatoire de Paris.
Au bout d'1 an, il a intégré l'orchestre de l'Opéra Comique et a mené parallèlement une carrière de soliste et de compositeur. Et il est devenu ensuite directeur musical de la Comédie Française en 1847, puis en 1855, sous le Second Empire, il crée son propre théâtre, les Bouffes Parisiens, sur les Champs-Élysées. Il travaille alors avec les librettistes Meillac et Halévy, que tout le monde connaît sans les connaître, ce sont les librettistes de Carmen. Son premier grand succès, c'est Orphée aux Enfers en 1858, l'extrait que vous avez entendu. On est alors depuis 1852 sous le Second Empire. Le Second Empire, c'est l'époque de Napoléon III, c'est l'époque du Paris de Haussmann, un Haussmann qui veut faire de Paris la plus belle ville du monde, une ville où l'on s'amuse, où l'on vient du monde entier. Bon, n'oublions pas qu'on est aussi à l'époque de Germinal, c'est contemporain. Et donc ce que dit le cœur de la vie parisienne, c'est nous arrivons de tous les pays du monde. Et pourquoi viennent-ils de tous les pays du monde ? Ils viennent en 1867 pour l'exposition universelle qui est censée faire de Paris une sorte de phare de l'Europe, un endroit où l'on vient pour admirer les réalisations de l'industrie et de l'art français, et pour fêter l'achèvement du Paris haussmannien. Les historiens ont parlé de fête impériale pour cette période, et Offenbach en est la figure emblématique. Et la musique est particulièrement à l'honneur à cette époque. Pensez que c'est l'époque où Bizet compose Les Pêcheurs de perles, 1863, Berlioz, Les Troyens, 1863 aussi, et Gounod, Roméo et Juliette, 1867. Et pour honorer la musique et lui donner un écrin prestigieux, Napoléon III décide la construction de l'Opéra de Paris qu'il confie à l'architecte Charles Garnier. Mais pendant que Paris s'amuse, on fait la guerre en Crimée, en Italie, au Mexique. À Paris, on la fait sur les scènes, dans l'humour. Écoutez par exemple ce passage de la Grande Duchesse de Gerolstein, « J'aime les militaires ». Je n'en sais rien, ce que je sais, je n'en sais rien, ce que je sais. J'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. Leur uniforme coquet, leur moustache et leur plumée. J'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. Leur rêve court, oh oui, tout plaît. Ah, que j'aime les militaires, leur uniforme, leur moustache et leur plumée.
j'aime les militaires, leur uniforme, les moustaches et le brevet. Ah, que j'aime les militaires, ah, que j'aime les militaires. Oui, j'aime les militaires. Donc vous venez d'entendre Felicity Lott dans le rôle de la grande duchesse de Gerolstein. Alors, Offenbach subit après la guerre de 1870 les conséquences de la situation politique, puisqu'il était un peu lié au Second Empire. Après, il a subi une sorte d'éclipse, mais tout de même, il va encore créer La fille du tambour-major en 1879 et son grand chef-d'œuvre, Les Contes d'Hoffmann, qui sera donc donné à l'Opéra de Rouen la semaine prochaine, et dont la première aura lieu donc 4 mois après sa mort, survenue en octobre 1880. Donc, il ne verra pas la première des Contes d'Hoffmann. Alors, une citation résume bien Offenbach et nous pouvons la reprendre à notre compte pour cette émission et notre façon de concevoir cette émission. « Mon rêve a toujours été de fonder une société d'assurance mutuelle contre l'ennui. » Vous pouvez méditer cette citation. Merci beaucoup Jean. Oui, c'est tout à fait ça, et la musique, ça sert à ça, au moins. Annie, je me retourne vers toi. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'œuvre d'Offenbach ? Oui, alors Offenbach est un compositeur extrêmement prolifique. Il a composé pas moins de 80 œuvres lyriques. Alors, les premières étaient des petites opérettes en un acte. Il les a données surtout dans les bouffes, son théâtre des bouffes parisiens. Il a composé aussi beaucoup de mélodies, des valses, des œuvres pour piano, violoncelle. N'oublions pas qu'il était violoncelliste. Mais alors, je me pose une question depuis le début de l'émission. Oui. Annie, pourquoi on fait du French cancan en enfer ? Ah, ça c'est une question de fond, franchement. Oui. Eh oui. On ne peut pas imaginer ça, c'est vrai. Mais justement, Offenbach a voulu fonder une société d'assurance mutuelle contre l'ennui. Et alors, Orphée aux Enfers, donc c'est la première œuvre d'importance d'Offenbach, créée en 1858. Elle montre son goût pour l'Antiquité, mais une Antiquité alors vraiment revue et corrigée. Je vais vous raconter très brièvement cette histoire d'Orphée aux Enfers. C'est l'histoire d'Orphée Eurydice qui a été mise en opéra je ne sais combien de fois. Mais alors, c'est un petit peu l'histoire à l'envers, en quelque sorte. L'action se situe d'abord sur le mont Olympe, là où vivent une partie des dieux grecs, puis, en deuxième partie, ça se situe dans l'enfer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Orphée est violoniste, il est marié avec Eurydice, mais il en a assez, puis de toute façon, Eurydice, c'est très volage. Orphée veut filer le parfait amour avec une nymphe. Alors, pour ennuyer Eurydice, pour l'embêter, il lui joue un concerto pour violon qu'il a composé lui-même, qui dure 1h30 et qui est quasiment inaudible. Eurydice, elle, se laisse séduire par le beau berger Aristée, et en fait, Aristée n'est autre que Pluton, le dieu des enfers, déguisé en beau berger. Vous savez, chez les dieux grecs, on se transformait beaucoup. Vous vous rappelez peut-être l'histoire de Jupiter qui s'est transformé en cygne, ou alors en taureau, etc., etc. Donc, Pluton entraîne Eurydice aux enfers. Alors, Orphée est bien content en réalité, mais il craint quand même l'opinion publique. L'opinion publique, qui est un des personnages de cette opérette. Et il se sent obligé d'aller récupérer Eurydice. Mais il ne veut pas y aller seul, et ça tombe bien, parce que les dieux de l'Olympe, Junon, Vénus, Diane, Mercure, Minerve, etc., s'ennuient profondément. Et il décide de se révolter contre Jupiter. Jupiter, c'est Jupin pour les intimes, car ils veulent aller s'amuser aux enfers chez Pluton pour changer d'ambiance. Jupiter cède et c'est là qu'ils vont faire du cancan aux enfers. Alors nous allons entendre justement le passage où les dieux se révoltent. Je vous demande de bien écouter les paroles parce qu'elles sont très drôles. Alors, il y a 3 passages. Il y a un chœur, il y a après les dialogues parlés qu'on trouve d'ailleurs dans toutes les opérettes. Et un nouveau chœur, et puis écoutez bien la musique aussi, vous allez retrouver la Marseillaise un peu revisitée.
trop là, elle arrive au mieux. Et donc voici. Fait mal au cœur. C'est le sucre d'embrasure. Ils ont raison, ces aliments sont fades. Parlez-moi de ceci, camarades. Une sédition? On refuse obéissance? Oui! On perd le respect à Papa Peter? Alors, vous ne voulez pas savourer le nectar et l'ambroisie? Nous sommes confis. Nous avons du sirop d'orgeat dans les veines. Ils ont raison, ils ont raison. C'est une révolte alors! Et vous ne rougissez pas de mettre à votre tête un bandit comme celui-là? Seigneur, je ne suis pas un bandit. Si! Un misérable qui abuse de sa position pour enlever des mortels à leur mari! Ce n'est pas vrai. Vous voulez les noms? Oui, vous avez dit citons, citez. Nous citerons, nous citerons! Il vient de ravir la femme du violonneux Orphée, la belle Eurydice. Ce n'est pas vrai. Eh bien après. Comment? Après, mais la morale, l'opinion des mortels! Il faudrait pourtant s'entendre, c'est amoral. Tu en as fait bien d'autres, toi, mon petit père. Là, qu'est-ce que je disais? Moi? Jamais. Bon époux, bon père. Ah oui, parlons-en de tes qualités domestiques. Je ne veux pas jeter la zizanie. Nous sommes ici en famille, que des dieux de première classe. Alors expliquons-nous. Tu me reproches ce que j'ai fait. Essayons de rappeler ce que tu as fait toi. Laisse donc, j'en sais sur ton compte. Et moi donc. Et nous donc. Nous avons fait une chanson là-dessus. J'y vais. J'ai rendez-vous avec mon astrologue. Tu l'entendras. Et ce sera ta punition. Posez bien à traîne la fière qui pénétrait de son mari. Je sais bien des femmes sur terre pour des années pour réussir. Ne populaire pas te la reconnaît des vastes jupons. Ne populaire pas te la reconnaît des jupons. Ne populaire pas te la reconnaît des vastes jupons. Ne populaire pas te la reconnaît des jupons. Est-ce de la même enveloppe que tu te servis de nouveau lorsque pour enlever Europe, tu pris les cornes de taureau? Ne populaire pas de la reconnaît des forces jupins. Ne populaire pas de la honte quand les jupins. Ne populaire pas te la reconnaît des vastes jupons. Ne populaire pas te la reconnaît des jupons. Adana est ton adoré, en puis un jour tu te montras, mais cette pluie était dorée, ça lui plut et tu l'entouras. Ne populaire pas de la honte connaît des farces jupins. Ne populaire pas de la honte connaît jupins. Ne populaire pas te la reconnaît des vastes jupons. Ne populaire pas te la reconnaît des jupons. Vous venez d'entendre le cœur de la révolte des dieux. Alors vous avez peut-être remarqué que la musique est compliquée. J'espère que vous avez bien entendu les paroles, en particulier quand on parle de Papa Peter pour Jupiter. Et je vais vous demander d'essayer de vous exercer, au moins en parlant, à prononcer très très vite. Ne prends pas l'air patelin, on connaît tes farces Jupin. Ne prends pas l'air patelin, on te connaît Jupin. Alors imaginez ce que ça donne quand on le chante. Alors vous remarquez que on rit beaucoup, c'est extrêmement drôle. Et je précise aussi que dans les opérettes d'Offenbach, on peut transformer certaines choses et même rajouter des paroles en fonction de l'actualité. Alors Annie, on va essayer de ne pas prendre l'air patelin pour parler de La Belle Hélène, qui est aussi un opéra bouffe si on veut, très connu d'Offenbach. Oui, créé en 1864, il s'inspire aussi de l'Antiquité, mais alors complètement revu et corrigé toujours. C'est une histoire tirée de la très sérieuse guerre de Troie d'Homère, le poète grec. Donc Hélène est l'épouse de Ménélas, c'est la plus belle femme de Grèce, arrive
un berger, un beau berger, qui est en fait Paris, le fils du roi Priam, le roi de Troie. Et Paris a gagné un concours organisé plus ou moins par Vénus. Et il a d'ailleurs donné... il fallait distribuer une pomme d'or à l'une de 3 déesses. Je ne vous donne pas les autres déesses. Donc il a donné à Vénus. Et la récompense, c'est d'avoir la plus belle femme de Grèce, donc Hélène. Et voilà l'histoire de la belle Hélène. Bon, évidemment, Hélène se laisse séduire par Paris, ça n'a pas de mal. Mais alors, la différence avec l'histoire d'Homère, c'est que dans Homère, c'est terrible parce que ça aboutit à la guerre de Troie, qui va faire des milliers de morts chez les Grecs et les Troyens. Mais chez Offenbach, tout se termine bien parce que finalement, le roi Ménélas est très mécontent parce que sa femme l'a trompé. Mais ça arrive à s'arranger à la fin par une grande fête où tout le monde participe. Donc vous avez entendu L'homme à la pomme, donc qui est à la fois un chœur et un solo de Hélène, mezzo-soprano. Et vous avez peut-être remarqué les vocalises. En fait, c'est une véritable parodie d'opéra avec des vocalises à n'en plus finir et franchement totalement inutiles. Offenbach aimait beaucoup parodier l'opéra. C'était un de ses passe-temps préférés. Autre opérette, alors peut-être la plus célèbre d'Offenbach, La vie parisienne, composée en 1866. Alors là, ça se passe juste au moment où va avoir lieu l'exposition universelle. Donc on voit arriver un baron suédois et sa jolie femme, un Brésilien. Ils seront accueillis par un faux guide qui va les conduire dans un faux grand hôtel. Tout ce petit monde va passer son temps à faire des fêtes, les fameuses fêtes impériales, à se séduire, se tromper, se mentir. Enfin bref, c'est une véritable satire de la vie parisienne. On a parlé à l'époque d'un vaudeville accouplé.
C'est une œuvre pétillante, drôle, très enlevée, qui met franchement de bonne humeur. Elle eut un succès formidable. Elle a été jouée pendant une année entière à Paris. Et après, elle a fait le tour de l'Europe. Alors, on va écouter l'air le plus connu, l'air du Brésilien. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. De fois je suis venu, déjà j'avais de l'or dans ma valise. Des diamants à ma chemise, combien a duré tout cela? Devant avoir 200 amis et d'aimer 4 ou 5 maîtresses. 6 mois de galante ivresse et plus rien au Paris. En 6 mois tu m'as tout raflé et puis vers ma jeune Amérique. Tu m'as pauvre et mélancolique, délicatement remballé. Et je brûlais de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage. Je me répétais avec l'âge, plus autrefois, plus le mourir. Je ne suis pas mort, j'ai gagné ton bien que ma descente de folle. Et je viens pour que tu me voles tout ce que la magie volé. Tout ce que la magie volé. Tout ce que la magie volé. Ah, je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio Janeiro. Paris, 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 je te reviens encore. Ce que je veux de toi, Paris, ce que je veux, ce sont tes femmes, ni bourgeoises, ni grandes dames, mais les autres n'ont pas compris. Celles que l'on voit étendre sur le velours de l'ambrose, avec des allures de graines, un gros bouquet de lilas blancs, celles que le froid éclata, et un instant joujit une salle et va cherchant un instant, un succès sera seconde qui plein de chic. Mais Marie-Jean, au fond de sa loge se cache, et dit en mordant sa moustache, où diable trouver de l'argent, de l'argent, de l'argent? Moi j'en ai, venez, 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 venez. Nous le mangerons, mes poulettes, mes poulettes. Venez manger l'argent, mes poulettes. Puis après je ferai des têtes, des têtes. Tendez vos deux mains et prenez, prenez, prenez. Tendez vos deux mains et prenez. Tendez vos deux mains et prenez. Tendez vos deux mains et prenez, prenez. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio Janeiro. Paris, 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 je te reviens encore. Hurrah, 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 je viens de débarquer. Prenez vos faux cheveux comme. Hurrah, 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 j'apporte vos quenottes. Une fortune à croquer. Le pigeon vient plus, prenez mes dollars, mes bandeaux, ma montre, mon chapeau, mes bottes. Mais dites-moi que vous m'aimez. À moi les jeux et les rires et les danses cavalières. À moi les nuits de Paris qu'on me mène au bal d'Asmières. Venez à moi, vous aurez des bijoux, des toilettes. Venez pour coquilleries, coquines et coquettes. Si je le viens seulement, car c'est là ma nature, j'en prendrai mon argent, je vous le jure. Je prendrai mon argent, je prendrai mon argent. Venez, 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 venez. Un air bien entraînant et assez difficile à chanter. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué « Venez, venez mes poulettes », c'est très drôle. Et pour terminer ce petit panorama, nous ne pouvons nous empêcher de vous faire écouter 2 airs absolument irrésistibles sur le thème des Espagnols, qui nous amusent beaucoup. Le premier, dans la péricole, le titre « Il grandira car il est espagnol », et le deuxième, dans les brigands, vrai et faux espagnol. On peut penser que par moments, les librettistes ne savaient vraiment plus quoi écrire.
deux. La nouvelle, c'est l'Italie. L'Espagne, c'est celle de vos aïeux. Vous devez aimer la seconde. On vous le dira, je vous le dis. Mais n'oubliez pour rien au monde que l'Espagne est votre vrai pays. Que l'Espagne est votre vrai pays. Ah, il y a des gens qui se disent espagnols et qui ne sont pas du tout espagnols. Pour nous, nous sommes de vrais espagnols et ça nous distingue des faux espagnols. Il y a des gens, 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 il y a des gens qui se disent espagnols et qui ne le sont pas, 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 qui ne sont pas espagnols. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens qui se disent espagnols, qui ne sont pas espagnols. Et quand vous aurez la puissance. J'aurais voulu que vous voyiez l'ambiance dans le studio où nous étions tous les trois en train de chanter le Grand Dira qu'elle est espagnole. Oui, alors justement, Annie, est-ce qu'on pourrait expliquer un peu à nos auditeurs la différence entre les opéras, les opérettes, les opéras bouffes? Chez Offenbach, tout ça est un petit peu mélangé, enfin, se confond un peu. Oui et non. En fait, les noms ont changé depuis le XIXe siècle. L'opérette au XIXe, c'était une œuvre lyrique alors légère, facile et très courte. Un acte, 2 actes éventuellement, mais vraiment courte. Évidemment, ça se termine toujours bien. L'opéra bouffe, en fait, nous, maintenant, on appelle ça l'opérette, parce que finalement, ce qu'on a entendu là, on appelle ça les opérettes d'Offenbach. Donc, c'est un peu plus cadré, c'est plus long, il y a 3 actes, voire plus. Mais c'est toujours un peu le même esprit, avec une histoire quand même un petit peu plus étoffée, et ça se termine bien. Alors que l'opéra sérieux, entre guillemets, bon... c'est une histoire beaucoup plus plus sérieuse, et puis souvent ça se termine très mal par la mort en général de l'héroïne d'ailleurs. Alors Jean, je me retourne vers toi, on va revenir sur les contes d'Hoffmann. Bien, alors les contes d'Hoffmann, c'est tiré ça vient des contes d'Hoffmann écrits par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, qui est un écrivain allemand, né en 1776 à Königsberg et mort en 1822 à Berlin. C'est une des grandes figures du romantisme allemand. Rapidement, Hoffmann a suivi des études de droit, a travaillé comme fonctionnaire de l'État prussien dans différentes villes, à Königsberg, Poznan, Varsovie et Berlin. Puis, entre deux, donc, il composait des opéras, de la musique symphonique, des chansons. Il peint, il écrit, donc c'est un artiste complet. On le nomme directeur musical du théâtre de Bamberg, en Bavière, où il se fixe en 1808. Puis ensuite, il se fixera à Dresde, où il dirigera une troupe de théâtre. Puis, enfin, à Berlin, où il se consacrera alors à la littérature. Et il écrit des contes, dont le premier en 1808 s'appelle Le Chevalier Gluck, le second s'appelle Kreisleriana, et donc les amateurs de musique connaissent les Kreisleriana de Schumann, qui sont directement inspirés de ce conte d'Hoffmann. Puis il va écrire les fantaisies à la manière de Callot et un conte, Le Chat mûr, qui l'écrit en 1822, et il meurt à 46 ans en 1822, justement. Et donc, ce sont des contes qui font une large place au fantastique et qui ont eu un important retentissement sur les écrivains et musiciens romantiques. Notamment en France, il a influencé Balzac et surtout Gérard de Nerval. Sa postérité musicale est encore plus importante. Songeons donc au Kreisleriana de Schumann dont on vient de parler, mais aussi à Coppelia, le ballet de Léo Delibes, à Casse-Noisette de Tchaïkovski, pour ne citer que les plus célèbres. Et bien sûr, les contes d'Hoffmann, d'Offenbach. Et cet opéra est composé de plusieurs emprunts aux contes d'Hoffmann qui forment les 2e, 3e et 4e actes, encadrés par un prologue qu'on appelle l'acte 1 et un épilogue qu'on peut appeler l'acte 5. Alors Annie, que raconte exactement cet opéra des contes d'Hoffmann? Non, alors c'est très compliqué. Je vais essayer de simplifier les choses. Alors voilà pourquoi je me retourne vers toi. Oui. Alors je précise que le livret a été écrit par Jules Barbier. C'est vraiment l'œuvre majeure d'Offenbach, une œuvre sur laquelle il a travaillé de nombreuses années. Donc, dans le prologue explique grosso modo l'histoire. On est dans la taverne de Maître Luther à Nuremberg. Les étudiants
sont là, ils boivent beaucoup, même beaucoup, ils plaisantent, et ils demandent à l'un d'eux, qui est le poète Hoffmann, de chanter. Hoffmann entonne à ce moment-là la légende de Kleinsack, qui est amusante avec ses rimes en « hack », mais il se prend à rêver à sa bien-aimée Stella pendant qu'il chante. Et Stella elle-même est cantatrice et chante dans Don Giovanni, dans l'opéra qui est tout proche. On va écouter cet air, la légende de Kleinsack, interprétée par Roberto Alagna, dans une version dirigée par Kent Nagano avec l'Orchestre national et les chœurs de Lyon. Un petit avorton qui se nommait Kleinsack. Il était coiffé d'un colbac et ses jambes faisaient flic-flac, flic-flac, flic-flac. Voilà Kleinsack. Flic-flac, 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 flic-flac. Voilà Kleinsack. Il avait une bosse en guise d'estomac. Ses pieds ramifiés semblaient sortir d'un sac. Son nez était noir de tabac et sa tête faisait cric-crac, cric-crac, cric-crac. Voilà Kleinsack. Cric-crac, cric-crac, cric-crac. Voilà Kleinsack. Quant au trait de sa figure, quant au trait de sa figure, sa figure était charmante. Je la vois, elle comme le jour, courant après elle, je quittais comme un fou la maison paternelle et m'enfuis à travers les vallons et les bois. Ses cheveux en torsade sombre, sur son col élégant jetaient leurs chaudes ombres. Ses yeux enveloppés d'azur promenaient autour d'elle un regard frais et pur, et comme notre char emportait sans secousse nos cœurs et nos amours, sa voix vivante et douce. Aux cieux qui l'écoutaient, ce chant vainqueur. Aux cieux qui l'écoutaient, jetait ce chant vainqueur. Pour l'éternel écho résonne Donc, on retrouve un petit peu la verve amusante d'Offenbach dans Kleinsack et les rimes en axe sont amusantes. Mais par contre, après, on a un air d'un lyrisme extraordinaire, digne des plus grands opéras. On a là vraiment un opéra romantique. Alors, malheureusement, un homme suit Hoffmann comme son ombre, et il s'appelle Lindorf, et il ne lui apporte que de la malchance. En fait, c'est son mauvais génie, peut-être le diable, qu'on va retrouver dans tous les actes de l'opéra. Hoffmann se met alors à raconter l'histoire des 3 grands amours de sa vie, qui correspondent aux 3 actes de l'opéra. Ce sont des histoires complètement fantastiques. La première, son premier amour, c'est Olympia,
Olympia est une poupée automate créée par un savant, le savant Spallanzani, mais Coppelius qui est le mauvais génie, qui fabrique des yeux et des lunettes, vend à Hoffmann des lunettes magiques qui lui permettent de voir Olympia comme une vraie femme. Et il tombe amoureux, évidemment. Mais Olympia, la poupée, sait chanter merveilleusement bien, danser, à condition que son père la remonte. Mais alors qu'il valse avec elle, ses lunettes tombent et se brisent, et Coppelius revient et détruit la poupée qui tombe en se désarticulant, et Hoffmann réalise désespéré qu'il a aimé un automate. Alors on va écouter le plus bel air de l'acte, qui s'intitule « Les oiseaux dans la charmille », interprété par la merveilleuse Nathalie Dessay. Donc voilà notre pauvre Hoffmann complètement désespéré. Mais finalement, dans l'acte 2, il rencontre une autre jeune femme, une douce jeune fille merveilleuse, qui s'appelle Antonia. Mais elle est atteinte d'une maladie mortelle qui lui interdit la moindre vocalise et le moindre chant. Et sa mère est morte, sa mère était cantatrice aussi, elle est morte d'avoir trop chanté aussi. Mais arrive le docteur Miracle. Alors voilà, à nouveau le mauvais génie d'Hoffmann. Donc il a, en fait, dans l'opéra, on le retrouve dans chaque partie, mais avec un nom différent. Donc ce docteur Miracle dit pouvoir la soigner à distance, il est magnétiseur, et il fait apparaître Antonia, sa mère, qui chante, et il lui ordonne de chanter encore. Elle chante, et après moult vocalise, Antonia s'écroule morte. L'acte 3 se passe à Venise, dans un palais où Hoffmann cherche à oublier ses amours malheureux. Il boit jusqu'à l'ivresse, mais il est séduit par la courtisane Giulietta. Giulietta, en fait, a un but. Elle veut lui dérober son reflet à l'aide de son miroir magique, et elle veut le faire souffrir. Et le miroir magique a été prêté par Pitichinaccio, qui va devenir l'amant de Giulietta. Donc Hoffmann accepte de donner son reflet dans le miroir, et bien sûr, Giulietta part avec Pitichinaccio. On va écouter un des airs
très célèbre de l'opéra, la barcarolle, qui est chantée, on est à Venise, c'est pour ça qu'on l'appelle la barcarolle, qui est chantée en duo par Giulietta et l'ami d'Hoffmann dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle Niklaus. Quel charme! Oui, on peut se souvenir également de ces scènes du film La vie est belle de Roberto Benigni à la fin des années 90 où le personnage principal, Guido, déclarait son amour à sa femme Dora, si je me souviens bien, avec cette magnifique barcarolle des contes d'Hoffmann. Alors on en arrive à l'épilogue, à la fin. On retrouve Hoffmann dans la taverne du début. Il voit Stella, sa bien-aimée, la cantatrice, revenir, mais elle revient pour repartir aussitôt au bras de Lindorf, le mauvais génie d'Hoffmann. Il jure alors qu'il n'aimera plus jamais personne. Et qu'Olympia, Antonia, Giulietta étaient en fait les trois facettes de la même femme, Stella, qui vient de trahir. Donc il est désespéré et il reste seul avec son ami, son confident Niklaus, qui se transforme et devient en fait la muse qui va inspirer le poète Hoffmann. Voilà, nous avons essayé de vous montrer les différentes facettes de l'œuvre lyrique d'Offenbach qui se termine par ce merveilleux opéra romantique, Les Contes d'Hoffmann. Voilà, donc on rappelle à tous nos auditeurs évidemment que vous pouvez retrouver cette magnifique œuvre au Théâtre des Arts, à l'Opéra de Rouen, à partir du 3 octobre prochain. Déjà dès demain, vendredi 26 à 19h, vous avez une répétition publique, dont on a beaucoup parlé, sur les contes d'Hoffmann dont on a beaucoup parlé dans cette émission. Et puis, vous pouvez retrouver l'opéra en lui-même du 3 au 11 octobre prochain. Donc notre toute première émission touche à sa fin.
Nous espérons qu'elle vous a plu et on va continuer comme ça longtemps. Alors, si vous avez des remarques sur cette première émission, des questions, vous pouvez évidemment nous les envoyer. Vous pouvez retrouver notre blog, le blog de notre association, notre page Facebook aussi, et nous suivre sur Twitter. Donc, notre blog public opérarouen.wordpress.com. Nous avons également un compte Twitter, @A2SO-Opéra Rouen, et puis notre page Facebook publique de l'Opéra de Rouen. Et bien sûr, vous pouvez adhérer à notre association et nous vous accueillons avec plaisir. Et vous pouvez nous écrire à l'adresse mail apo.rouen@gmail.com. Alors cette émission sera rediffusée ce dimanche à 9h30. La prochaine fois, nous évoquerons la musique norvégienne, puisque il y aura le 15 octobre prochain à Rouen la création d'un oratorio, le baptême de Saint Olaf à la cathédrale de Rouen, et nous vous en parlerons bien plus longuement dans 2 semaines, l'émission du 9 octobre. À partir d'octobre, nous vous proposerons aussi certaines séquences. Nous parlerons d'histoire d'opéra. Bien sûr, Annie, je te vois déjà préparer tes feuilles. La parole à des jeunes musiciens aussi, parce que ça nous tient beaucoup à cœur, des interviews, des jeunes interprètes, artistes qui nous parleront de leur art. Et puis, une séquence que j'essaierai de vous présenter sur la musique et le cinéma. Alors, toutes les 2 semaines, à chaque émission, nous vous présenterons également une sélection des événements musicaux, lyriques, que ce soit à l'Opéra, au Théâtre des Arts, mais aussi dans d'autres salles, dans d'autres lieux de la région. Donc, je ne vous reparle pas évidemment des contes d'Hoffmann à l'Opéra de Rouen. Vous retrouverez Florian Laconi, Fabienne Conrad ou encore Carlos Natale dans cet opéra. Et nous espérons que vous viendrez le voir, que cette émission vous aura au moins donné envie de le découvrir ou de le redécouvrir. Et bien sûr, on vous invite à consulter le site de l'opéra pour tous les détails. Nous vous signalons également qu'au Conservatoire de Rouen, une comédie musicale qui s'appellera Une classe à Broadway sera donnée fin du mois au profit d'une association, Vaincre la mucoviscidose. Ce sera le samedi 27 septembre à 16h et encore une fois à 20h à l'auditorium Lancelot du Conservatoire. Ce sera l'ouverture de la saison des concerts qui seront proposés par le Conservatoire à rayonnement régional de Rouen. Pour cette comédie musicale, la réservation est obligatoire, le coût est de 5 €, donc au profit de l'association dont on a parlé, et vous pouvez appeler au 02 35 34 24 26 ou au 06 38 25 32 53. Nous vous parlerons des concerts de l'animation musicale à l'Université de Rouen, l'AMU, qui propose depuis de nombreuses années 6 concerts chaque saison avec des artistes confirmés, mais aussi des jeunes talents. Et le mardi 7 octobre, à 20h30, à l'amphithéâtre de la Faculté des Lettres de Rouen à Mont-Saint-Aignan, on aura le plaisir d'écouter le trio Karénine avec Anna Göckel au violon, Louis Rode au violoncelle et Paloma Cuider au piano. Et là, on aura un magnifique programme puisqu'on aura le trio Les Esprits de Beethoven, Schumann, le trio numéro 2 en Fa majeur opus 80 et le trio en Fa mineur opus 65 de Dvorak. Alors, le tarif est de 25 €. Pour les étudiants, c'est 8 € et vous pouvez retrouver les billets directement à la salle de concert ou bien à la librairie Colbert de Mont-Saint-Aignan et à l'atelier de lutherie de Claudia Hubel, maître luthier, rue du Petit Porche à Rouen. Pour nos amis havrais, nous vous signalons un concert le vendredi 3 octobre prochain, 20h30, au théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre. Ce sera l'ensemble Les Découvertes avec l'orchestre de la ville du Havre, sous la direction de Xavier Leroux, qui vous proposera un très beau concert, Mendelssohn, la Symphonia numéro 10 pour cordes, Vivaldi, le concerto pour hautbois, et Dvorak, la sérénate pour cordes, avec comme soliste au hautbois Marianne Legendre. Enfin, ce dimanche, à 16h, il y a un concert gratuit qui est donné par l'Harmonie de Rouen au kiosque à musique du Jardin des Plantes à Rouen, avec un beau programme également, Tchaïkovski, Strauss. Et je ne vous en dis pas plus, nous n'avons pas plus de détails, mais enfin, vous pouvez découvrir ce concert au Jardin des Plantes ce dimanche après-midi, l'occasion d'une belle balade. Et enfin, pour les Rouennais, il y aura aussi les concerts du lundi midi au Musée des Beaux-Arts, qui sont organisés par l'Association des Amis des Musées de la ville de Rouen. C'est 6 lundis par an à 12h15 dans la salle du Jubé du musée. Et enfin, nous vous signons également les Méridiennes qui auront lieu les vendredis, pas tous les vendredis, mais certains vendredis de l'année à l'Hôtel de Ville de Rouen. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les détails nécessaires sur les sites internet.
Bien voilà, donc nous espérons que l'émission vous a plu et on vous donne rendez-vous bien sûr dans 15 jours à la même heure, le jeudi à 19h30. À bientôt Annie. À bientôt Mathieu. Et à bientôt Jean. À bientôt. Mathieu. Nous retrouvons également Sonia qui viendra nous rejoindra très bientôt dans l'émission. Nous remercions bien sûr toute l'équipe d'RCF et Bernard, notre technicien. À bientôt.